c'est peut-être une question de point de vue. Toujours est-il qu'on est content de recevoir Alban Créqui de Kinvolk. Je le laisserai se présenter plus en détail. Mais d'abord, félicitations à Kinvolk pour l'acquisition récente par Microsoft. Et ce sera suivi par une présentation de Guillaume, qui est un habitué de nos meet-up et qui va nous présenter un peu une introduction à Cloud Native Build Pack et un outil qui s'appelle Kpack. Bonjour à tous. Je pense qu'on va commencer dès maintenant. Alban, si tu es prêt. D'accord, pas de problème. Ouais, du coup, juste un petit détail. C'est vrai qu'on j'avais dit que c'était en anglais, mais Alban, figurez-vous qu'il parle très bien français, qu'il vient de France, donc tant mieux. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pendant le talk, et on essaiera de les relayer et d'y répondre à intervalles réguliers. Merci. Let's go. D'accord. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez tous la première slide? Parfait. Oui, c'est bon. Donc, je vais parler de SecOps Notify et comment ça peut être utile dans Kubernetes. Donc, je m'appelle Alban Créqui, je suis cofondeur et directeur de Kinvolk Labs. En pratique, ça veut dire que je fais beaucoup de choses à la fois sur Kubernetes et sur BPF. Et ce que j'aime bien, c'est lier ces deux mondes ensemble pour trouver la puissance de BPF en observabilité dans un environnement Kubernetes. Aujourd'hui, je vais parler de SecComp. D'abord, présenter ce que c'est sur Linux et comment on peut utiliser ça dans les containers en général et en particulier sur Kubernetes. Puis ensuite, je vais présenter quelques limitations de SecComp et comment SecComp Notify résout quelques-unes de ces limitations. Et enfin, je vais montrer à quoi ça sert tout ça et je vais parler de SecComp Agent, un composant qui va nous servir pour SecComp Notify. Donc, qu'est-ce que c'est SecComp? Ça veut dire Secure Computing Mode en Linux. Et il y a deux modes de fonctionnement. Au début, quand ça a été introduit comme fonctionnalité dans le noyau Linux, il y avait le mode strict, qui veut dire on restreint les appels système qu'un process peut faire, et il ne peut faire que read, write ou exit, donc très peu de choses au final. Et si le process fait un appel système autre que ça, le process se retrouve tué immédiatement. Ce mode strict, ça peut être utile pour les navigateurs web, mais dans le contexte de Kubernetes, ce n'est pas très utile parce que tous les pods sur Kubernetes ont besoin de plus que ces trois appels système. Et donc, pour Kubernetes, on utilise plutôt un autre mode qui s'appelle mode filter, qui utilise BPF et qui permet de décider quels sont les appels système qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas. Et donc, ce programme BPF va être exécuté à chaque fois qu'il y a un appel système pour décider s'il faut accepter ou refuser un appel système. Donc, ça peut prendre des décisions comme accepter, tuer le process ou retourner une erreur. Ça marche un peu comme ça. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai un process qui va lire un fichier sur disque. Et donc, avant d'entrer dans l'implémentation de cet appel système, le noyau Linux va commencer par entrer dans la couche SecComp BPF et qui va exécuter le programme BPF pour décider ce qu'il faut faire avec cet appel système. Et donc, le programme BPF va regarder l'appel système et va décider d'accepter ou de tuer le process ou de retourner une erreur. Si vous voulez, je rentre un peu plus dans les détails de l'API de SecComp. En fait, on peut ajouter plusieurs filtres SecComp sur un même process. Ils seront appelés en cascade. Et l'API de Linux, ça permet d'ajouter un filtre SecComp sur le process courant, mais il n'y a pas d'API pour ajouter un filtre sur un autre process. Et une fois que le filtre SecComp est ajouté, ce n'est pas possible de l'enlever. Donc, on
on peut toujours restreindre ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas ajouter des nouveaux système call qui sont autorisés. Ensuite, ce filtre sera hérité de process. Quand un process crée un nouveau process, les process enfants auront le même filtre. Ici, je montre juste un exemple. Un process, on peut ajouter un premier filtre si on veut, ou un deuxième, théoriquement c'est possible, même si c'est pas très utile. Et ensuite, si le process crée un process enfant, il se retrouve avec le même série de filtres. Le process enfant peut rajouter un troisième filtre. Ça ne va pas toucher au process parent. Ça ne touche que le process courant et ses propres enfants. Ça marche aussi sur les threads. Un process peut avoir plusieurs threads et chacun peut avoir par exemple le même filtre. Et si on ajoute d'autres filtres, on peut décider si on l'ajoute sur uniquement le thread courant ou sur tous les threads du process. Donc si on met ce flag là, ça va l'ajouter dans tous les threads du process. Mais si on fait un appel à ces comp sans le flag, alors ça ne l'ajoute que sur le process courant. OK, donc maintenant je vais parler comment on fait du seccomp dans les conteneurs. Tout d'abord Docker, sans entrer dans Kubernetes. Docker permet d'utiliser différents modes. Donc il y a d'abord le mode sans seccomp. En utilisant cette option-là, le conteneur Docker ne sera pas confiné et donc il pourra faire tous les appels système possibles, ce qui n'est pas le mode par défaut parce qu'il pourrait y avoir des appels système dangereux. Ensuite, il y a le mode explicite où on peut dire utiliser une seccomp policy qui est décrite dans ce fichier JSON. Et où il y a le mode par défaut, où il y a par défaut sur Docker, il y a une seccomp policy qui définit les appels système qui sont autorisés. Donc ça ressemble à quoi en pratique, ce fichier JSON? Ça dit une action par défaut. Et dans cet exemple-là, ça retourne erreur si l'appel système n'est pas autorisé. Et il y a une liste qui liste tous les appels système autorisés. Donc, dans cet exemple-là, accept for, access, adjust timex, etc. Maintenant, Docker n'est plus le seul container runtime qui existe. Et il y a runc et d'autres. Et donc, il y a eu cet effort de standardisation, de définir une spécification qui dit comment on va faire tourner les conteneurs. Donc, ça s'appelle OCI Runtime spécification. Donc, vous avez ce repository où il y a à la fois la spec et du code en Go qui permet de lire les fichiers config.json qui vient de cette spécification. Si vous utilisez runc, vous pouvez utiliser la commande runc run my container. Ce que ça va faire, ça va lire le fichier config.json qui se trouve dans le répertoire courant, puis ça va démarrer le container avec la configuration décrite dans ce fichier. Et donc, dans ce fichier, il y aura une section seccomp parmi d'autres sections qui explique ce qu'il faut faire avec les appels système. Ici, dans cet exemple, j'autorise tout par défaut, sauf un appel système que j'interdis qui va tuer le process. Ce n'est pas normalement la politique qu'il faut définir. Plutôt, généralement, on bloque tout par défaut, sauf une liste qui est autorisée. C'est clair comme ça. Mais c'était juste pour l'exemple. Ensuite, comment ça marche dans Kubernetes? Dans Kubernetes, la seccomp policy, ce n'est pas une ressource de Kubernetes, c'est juste un fichier qui se trouve sur le disque de chacun des working nodes, des worker nodes. Dans ce répertoire-là, var lib kubelet seccomp foo.json. Et la façon de spécifier pour un pod quelle seccomp policy utiliser, ça se trouve dans le pod spec, dans cette partie-là, security context. Et ici, on dit, je vais utiliser foo.json. Ce que ça va faire, c'est que le kubelet sur le worker node va lire ce fichier-là, foo.json, et va le charger pour l'utiliser.
Si vous utilisez une ancienne version de Kubernetes, il faudra utiliser une annotation. Et dans les versions récentes, ça fait partie de la spec. Ensuite, qu'est-ce que va faire le kubelet avec cette configuration, cette comp policy? Il va d'abord le lire de la podspec, et ensuite, quand il va parler à containerd ou notre implémentation de CRI, CRI, c'est un protocole de communication utilisant gRPC entre kubelet et le container runtime. Et donc, le kubelet va envoyer un message au CRI en spécifiant quel est cette comp policy à utiliser. Dans ce cas-là, je dis je veux utiliser food.json. Donc, containerd reçoit cette string food.json et containerd va lire sur le disque ce fichier-là et va préparer la configuration du container dans config.json. Donc, pour rappel, ce config.json, ça contient toute la configuration du container, y compris seccomp. Donc, ça va inclure la partie seccomp ici. Et ensuite, containerd va exécuter runc, qui va démarrer le container en utilisant cette configuration-là. Donc, ce modèle de seccomp, qui est implémenté dans le noyau Linux, a quelques limitations. Par exemple, pour prendre une décision d'accepter ou de refuser l'appel système, le programme BPF ne peut se baser que sur cette structure-là. Donc, on peut lire l'appel système, qui est un numéro, chaque appel système différent a un numéro différent, et on peut dire les paramètres de cet appel système-là. Par exemple, l'appel système mkdir, le premier paramètre, ça va être le chemin du répertoire à créer, etc. Ou open, ça va être le premier paramètre, ça va être ce fichier. Le deuxième paramètre, ça peut être un flag, comme ici. Mais on ne peut pas déréférencer les pointeurs. Donc ici, le programme BPF va recevoir le paramètre qui est comme un pointeur, comme ça, mais il ne peut pas déréférencer, donc ce n'est pas très utile. On ne peut pas prendre des décisions différentes pour un fichier ou pour un autre fichier. Donc c'est une grosse limitation. Cette limitation elle ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas juste un oubli d'implémentation dans Linux. Elle vient d'un problème de sécurité qui s'appelle TOC2, Time of Check, Time of Use. Donc ici, je vais vous présenter le scénario. Qu'est-ce qui se passerait si c'était autorisé par Linux de déréférencer les pointeurs dans le programme BPF? Donc j'ai ce scénario. J'ai un process qui a 3 threads. Et donc, les threads, ça veut dire qu'ils partagent la même mémoire. Et imaginons que ce premier thread fait un appel système open pour ouvrir un fichier. Ce que le noyau va faire, c'est qu'il va d'abord exécuter la partie seccomp. Et imaginons que le programme seccomp soit autorisé à déréférencer le pointeur, c'est-à-dire à trouver ce buffer-là, quel est le nom du fichier dans la mémoire du process, en utilisant une méthode BPF. Et imaginons que le nom du fichier soit autorisé et que le programme BPF autorise l'exécution de open. Mais entre-temps, le thread malicieux décide de changer le buffer pour écrire un autre nom de fichier. Et du coup, après, quand l'appel système open s'exécute et qu'il va lire le buffer, il va lire un nom de fichier différent que ce que le seccomp programme a vu. Et donc, ça peut être un trou de sécurité si c'était fait comme ça, parce que le programme seccomp a une information différente que ce que l'appel système open va utiliser. Du coup, à cause de ça, le noyau Linux n'implémente pas de méthode pour déréférencer les pointeurs. Pour résumer, le programme BPF ne peut pas dormir, ne peut pas utiliser de variables globales comme les BPF maps, si vous connaissez ça, et ne peut pas consulter de services externes. Il doit se baser sa décision uniquement sur le numéro de l'appel système et les paramètres, mais sans les déréférencer. Pour résoudre cette limitation, il y a quelque chose qui a été implémenté dans Linux qui s'appelle seccomp notify.
Donc, Synchronetify, c'est une nouvelle fonctionnalité dans Linux qui est apparue dans 5.0, mais en pratique, vous avez besoin d'une version un peu plus récente pour que ça marche correctement. Ça a été développé et utilisé dans LXC, LXD, beaucoup par Canonical. C'est utilisé dans LXD. Et avec ce changement, maintenant, seccomp, l'appel système seccomp pour installer un filtre seccomp sur un process, maintenant, ça retourne à un file descriptor, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce file descriptor peut être utilisé pour recevoir des notifications quand il y a un appel système où on peut prendre des décisions sur ça. Donc, le programme BPF, le seccomp filter, peut décider d'envoyer le file descriptor qu'il reçoit vers un agent externe, un process externe, pour qu'il puisse prendre ses décisions. Et j'appelle ça le seccomp agent. Si vous avez des questions entre-temps, je peux y répondre, ou sinon je peux continuer, comme vous voulez. Moi, j'ai peut-être une question plus générale, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des recommandations d'une configuration seccomp minimale, on va dire, ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas que l'on configure les autorisations? Est-ce qu'il y a un minimum concrètement à mettre en place pour sécuriser un minimum sur Kubernetes, Oui. par exemple? Ouais. Il y a Docker par défaut a une configuration minimum qui autorise la plupart des appels système, mais pas tous. Donc, il y en a certains qui sont restreints pour des raisons de sécurité. Et c'est une configuration qui convient pour la plupart des containers. Tout ce qui tourne sur Docker, ça marchera avec cette seccomp policy parce que c'est la configuration par défaut sur Docker. Alors, par défaut, sur Kubernetes, initialement, il n'y avait pas de seccomp policy par défaut. Ça veut dire que tout était autorisé. Et maintenant, je ne sais pas si ça a changé récemment ou pas, mais pendant longtemps, c'était le cas où Docker avait une configuration par défaut et Kubernetes, par contre, laissait tout autoriser. Et donc, ce que je conseillerais, c'est d'abord utiliser cette configuration par défaut de Docker, si ce n'est pas le cas par défaut. Et maintenant, il y a aussi des outils qui permettent d'observer un conteneur, de le faire tourner dans une situation réelle, et voir la liste des appels système qu'il utilise, et en fonction de ça, générer une seccomp policy automatiquement pour que vous pouviez ne pas avoir à écrire manuellement la liste des appels système en regardant le code source, parce que ce n'est pas possible à faire. Donc, il y en a un qui a été fait par avec Podman, et il y en a un autre qui est encore des implémentations dans un outil qui s'appelle Inspector Gadget, que j'ai développé, qui fait la même chose, qui observe les appels système utilisés et qui génère un fichier JSON avec cette police-là. En pratique, ça peut être un peu risqué parce que si le conteneur n'a pas exécuté tous les appels système qu'il peut potentiellement exécuter, alors en observant, on va peut-être oublier quelques appels système et il se peut que dans certains cas, ça casse quelque chose. Mais... C'est très clair. Donc, ce que tu conseilles, c'est de voir si dans les versions récentes de Kubernetes, il y a une configuration par défaut, on va dire plus OCI que Docker. Mais, tu sais pas, tu pourras pas répondre de façon catégorique si c'est le cas aujourd'hui dans les versions récentes. Je ne suis pas complètement sûr. Je crois que ce n'est pas le cas, mais si le cas, c'est bien. On vérifiera. Oui, à vérifier. Sinon, ce que certaines personnes font, c'est ici dans le pod, donc il y a la sécurité contexte avec le nom de la seccomp policy. Si on ne met rien, alors ce n'est pas confiné, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui utilisent des mutating webhook pour automatiquement rajouter cette chose sur les pods. Et avec les pod security policy, on peut faire la même chose aussi. Alors, je sais que maintenant, les pod security policy, c'est deprecated, mais avec ce qui est en place, on peut sans doute aussi faire la même chose. C'est très clair, merci.
ici, je prends l'exemple où j'ai un process qui a un filtre seccomp et le seccomp adjoint, qui est quelque chose de nouveau qui est nécessaire avec cette nouvelle architecture avec seccomp notify. Et ce qui se passe, c'est que le process fait un appel système. Ici, j'ai pris l'exemple de mount. Ça va exécuter la partie seccomp du noyau. Et donc, le noyau va exécuter le programme BPF. Et le programme BPF va prendre une décision, soit d'accepter ou de refuser, ou il peut prendre cette nouvelle décision qui s'appelle notify. Et ça veut dire que le programme BPF, que le noyau doit demander au seccomp adjoint qu'est-ce que je dois faire avec cet appel système-là. Donc, ça envoie un message à travers le file descriptor de seccomp en disant et le process ce PID veut faire un mount, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, le seccomp adjoint peut prendre des décisions. Il peut, par exemple, regarder dans la mémoire du process le nom de les paramètres de cet appel système. Puis, il peut décider de faire l'appel système au lieu du process. Donc, le process n'a pas besoin de le faire et le seccomp adjoint va monter le file system lui-même. Et ensuite, seccomp adjoint va dire au noyau, bon, finalement, tu peux juste retourner 0, la valeur 0 pour les appels système, ça veut souvent dire que c'est un succès. Ça veut dire retourne la valeur 0, comme si c'était un succès, mais ne fais pas l'appel système parce que je l'ai fait au nom du process. Et donc, le noyau va retourner 0 au process. Et de cette manière-là, il n'y a pas cette REST connection talk-to dont je parlais avant, parce que ce n'est pas il n'y a pas eu deux lectures des paramètres, il y a eu une seule lecture, et cette lecture a été faite par le seccomp adjoint, qui va l'utiliser à la fois pour vérifier s'il autorise ou pas l'action, et aussi pour faire l'action au nom du process. Donc le process n'a pas fait lui-même. Voilà, ça se résume à ça. J'ai un autre diagramme qui montre comment le container runtime va envoyer le file descriptor de seccomp au seccomp adjoint. Donc, au début, j'ai containerd qui tourne. J'ai aussi le seccomp adjoint qui tourne. C'est des process séparés. Containerd va préparer un container. Donc, pour ça, il va préparer un fichier config.json et le rootfs du container. Ici, j'ai mis un exemple de seccomp policy. Ensuite, une fois que ça s'est préparé, le containerd va démarrer runc avec le container. Et runc va faire une série de fork and exec pour faire sa tambouille interne, pour préparer le container. Donc, il va préparer les namespaces, cgroup, etc. Si ça utilise, bon, je ne vais pas parler de ça, de user namespace, ça peut préparer ça aussi. Et finalement, il va préparer le process qui va devenir plus tard le process du container. Et avant ça, il fait l'appel système seccomp. Et ce qu'il y a de nouveau avec seccomp modify, c'est que ça retourne un file descriptor. Et ce file descriptor va être envoyé au parent pour que le parent puisse l'envoyer à seccomp adjoint en utilisant une technique sur une Unix qui s'appelle FD passing. Donc, ça, c'est sur une Unix socket. On peut envoyer des file descriptors à travers une Unix socket. Donc, c'est comme ça que ça communique entre runc et seccomp adjoint. Une fois que ça c'est fait, le seccomp adjoint reçoit le message avec le file descriptor et le nom du container, etc. Mais peut-être que le seccomp adjoint s'intéresse à Kubernetes, donc il voudrait avoir des informations comme le Kubernetes namespace, pod namespace, sorry, le pod name, le nom du container. Donc, il pourrait demander à l'API de Kubernetes. Et une fois que ça c'est fait, runc peut démarrer le PID1, le premier process dans le container. Et maintenant, c'est préparé. Ça veut dire qu'à chaque fois que le container va exécuter un appel système comme mount ici, qui demande l'action notify, alors c'est le seccomp adjoint qui va le faire au nom du process. Le seccomp adjoint se trouve en dehors du container. C'est un
c'est un daemon sur le système qui va faire les appels système au nom du conteneur. Voilà. J'ai une démo à vous montrer. Donc, j'ai préparé sur mon ordinateur Kubernetes, donc ça tourne sur mon laptop ici. Est-ce que vous voyez mon terminal? Cool. Donc ici, j'ai Kubernetes qui tourne. J'ai préparé auparavant dans ce répertoire-là, varlib kubelet seccomp, une seccomp policy, qui est ceci. Donc ça ressemble à la même chose que les seccomp policy classiques. Mais ce qui a des différences avec seccomp notify, c'est qu'il y a ce nouveau champ qui s'appelle listener path. Et ce que ça veut dire, c'est que cette policy peut contenir des actions notify. Il faudra passer le file descriptor de seccomp au seccomp agent. Et comment passer ce file descriptor? On va utiliser cette socket-là. Donc ça, c'est, si je peux vous montrer, c'est un fichier de type socket, ce qui va permettre la communication entre runc et le seccomp agent. Aussi, j'ai runc que j'ai recompilé sur ma machine. Donc, c'est le runc classique, mais la différence, c'est que j'utilise ma branche qui implémente seccomp notify. Et j'ai aussi containerd qui tourne parce que j'utilise containerd comme CRI. Ensuite, vous pouvez voir ici, j'ai quelques containers. Donc, j'ai le seccomp agent qui tourne en fait dans un daemon set. Je peux vous montrer les daemon sets. J'ai seccomp agent ici. Et il tourne avec les privilèges, ça veut dire qu'il a accès à certains volumes host, par exemple, pour avoir accès à cette socket qui se trouve pas dans un conteneur, mais sur l'autre, etc. Je peux vous montrer ce conteneur. Donc ça, c'est juste un conteneur classique, mais qui a ceci, cette seccomp policy. Donc ici, j'indique dans mon import spec que j'utilise notify.json. Et donc, ça va utiliser le fichier notify.json qui se trouve dans ce répertoire-là. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais commencer la démo. Je vais exécuter une commande dans mon conteneur. Alors, les seuls appels système qui peuvent être modifiés par le seccomp agent, c'est ces deux-là, parce que c'est mkdir et mount que j'ai spécifié dans ma configuration. Et c'est seulement ces deux-là qui vont générer une notification au seccomp agent. Tous les autres vont être directement autorisés sans aucune modification. Donc, je vais faire un mkdir. Et donc, ça ne fait rien parce que j'ai configuré le seccomp agent pour ne rien faire. Mais ça refuse l'appel système. Maintenant, je vais vous présenter la configuration que j'ai pour le seccomp agent. C'est une configuration qui est dans une config map. Et je vais utiliser le format Rego de Open Policy Agent qui va dire quels sont les appels système que j'autorise ou que je refuse ou qu'est-ce que je fais avec ça. Et donc ça, ce langage, c'est le langage Rego de Open Policy Agent et ça décrit la liste des choses qui sont autorisées. Alors pour mkdir, je vois par exemple que ça, c'est autorisé de faire mkdir avec l'argument ABC. Donc, essayons. Là, ça a marché apparemment. Là, j'ai pu créer un répertoire ABC parce que c'est autorisé ici. Il y a aussi une autre chose d'autorisée, c'est toutes les noms qui commencent par foo.
seulement s'il se trouve dans un pod qui s'appelle ainsi, et dans un conteneur qui s'appelle ainsi. Donc, je peux faire ça. Si je fais dire où ça doit marcher, mais si je fais autre chose, ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Et sinon, je présente ici quelque chose où si le nom du répertoire se termine par dash dash, alors je vais faire quelque chose. Je vais vous montrer. Là, c'est autorisé, mais le SecComp-Agent a fait quelque chose sur mkdir. Il a changé le nom que j'ai demandé pour rajouter ici le nom du namespace, le nom du pod et le nom du conteneur. Donc, le SecComp-Agent peut directement influencer le conteneur en implémentant des implémentations différentes des appels système pour faire autre chose que ce qui est prévu initialement. Je vois une question. Ah non, c'est peut-être pas une question. OK. Non, juste un applaudissement. Merci. OK. Donc ça, c'est la démo. Bon, c'est bien gentil de faire une démo avec mkdir, mais à quoi ça peut bien servir? Alors, il y a des cas d'usage qui sont utiles en pratique. Par exemple, SecComp Notify, c'est utilisé par Guildpod. Guildpod, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez développer vos applications directement dans votre navigateur web. Et ça, ce que ça fait en pratique, ça donne un shell pour tous les développeurs. Certains peuvent être des développeurs sur Internet, donc ils ne sont pas forcément... tout le monde peut être accepté, donc il faut que ça soit sécurisé correctement. Mais donc, ces développeurs ont accès à un shell dans leur prod, mais ils veulent avoir un accès à un environnement de développement avec Docker qui marche. Et donc, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont Docker avec la commande Docker qui tourne à l'intérieur du pod. Donc, ça fait comme un conteneur à l'intérieur d'un conteneur. En faisant de ce genre de choses, il y a parfois des opérations qui ne sont pas autorisées par défaut sur Kubernetes. Par exemple, il y a eu ce problème de monter le proc file system dans le conteneur interne. Et ça a été résolu en utilisant SecComp Notify. Ce qu'il se passe, c'est que le SecComp-Agent va capturer le mount et va décider si c'est un mount valide ou pas, si c'est autorisé ou pas, et finalement va exécuter le mount au nom du conteneur. Et comme le SecComp-Agent est en dehors du conteneur avec des privilèges, il peut décider d'autoriser ça et d'exécuter le mount. Le code est open source, il se trouve là. Il y a d'autres cas d'usage, par exemple, pour faire des traductions automatiques d'adresses IP IPv4, IPv6, parce que certaines applications ne supportent pas forcément les deux protocoles. Et si l'application est écrite pour un protocole, on peut, avec SecComp Notify, capturer l'appel system connect et le transformer automatiquement en utilisant une autre adresse, adresse IPv6 par exemple. Donc, dans le projet Titus, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent SecComp Notify pour ça. Il y a d'autres cas d'usage, mais je pense que je suis un peu court dans le temps. Je ne sais pas, donc je vais peut-être passer. Voilà. Donc, SecComp-Agent, c'est un nouveau projet qui est écrit pour faciliter l'écriture de SecComp-Agent parce que il y a des cas d'usage différents, mais finalement, le code, le type de programmation système qui est nécessaire, c'est souvent la même chose. C'est gérer les namespaces, gérer l'appel système SecComp, recevoir les événements de SecComp et manager tout ça. Donc, le but de tout ça, c'était d'écrire une librairie en Go qui permet d'écrire facilement des agents SecComp. Et finalement, pour cet exemple avec que j'ai présenté où je fais mkdir et le nom du répertoire a été changé avec le nom du pod, pour implémenter ça dans un SecComp Agent, ça ne demande pas beaucoup de lignes de code parce que ça réutilise
ces packages de Go qui sont déjà implémentés. Donc voilà, ça ressemble à ça. Actuellement, ce code, tout n'est pas mergé upstream, mais une partie a été déjà mergée. Par exemple, ça a demandé un changement de la spec, de OCI Runtime Spec. Ça, c'est fait, ça a été mergé le mois dernier, ou il y a 2 mois. Ça a demandé un changement dans libsecond.golang qui implémente Second Notify. Donc, c'est cette nouvelle fonctionnalité du noyau Linux. Ça a été mergé il y a 2 semaines. Par contre, dans Run C, ce n'est pas encore fait. Et, ça demande, c'est toujours en relecture. Et c'est comme pas de genre, je dirais que c'est très alpha comme logiciel pour l'instant. Et dans le Linux aussi, il y a encore quelques problèmes à résoudre avec Second Notify, en particulier avec les signaux. Quand un appel système est interrompu par un signal, parfois ça ne marche pas toujours correctement. Donc, il y a des discussions sur la LKML pour résoudre tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est juste une slide. C'est la même chose que je vous ai présenté dans le terminal, où j'ai écrit une règle en Rego, donc le langage de Open Policy Agent, et ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez d'autres idées à quoi ça pourrait bien servir tout ça? Ou est-ce que ça vous inspire quelque chose? En tout cas, super intéressant. J'ai appris plein de choses, c'est sympa. Et ouais, ça, je pense qu'il doit y avoir un vrai cas d'usage, mais après, c'est la mise en application et comment on va pouvoir générer des règles. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, le projet, il faudrait juste... on va partager les slides pour justement jeter un œil au projet Second Agent, qui a l'air vraiment D'accord, cool. oui, je peux partager mes slides. Et du coup, il y a quelques questions sur l'agent en question. Est-ce qu'il est... enfin, quel niveau de sécurité il a et s'il n'est pas dispo, quel est l'impact Pour l'instant, je dirais que la qualité est alpha, il n'y a pas de version stable ou quoi que ce soit pour l'instant. Et c'est aussi le cas pour Runc où c'est pas encore mergé, etc. Donc le niveau de sécurité, je pense que c'est le niveau de sécurité d'une proof of concept, je dirais. Oui, oui, Voilà. c'est un Ça, bon début déjà. je pense qu'il faudrait que d'autres gens relisent pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Un exemple d'erreur qui peut arriver souvent, c'est cette race condition que j'ai expliqué avec Talk2. C'est très facile de la reproduire avec Second Agent. Si on décide d'utiliser des règles qui disent en fonction du nom du fichier d'accepter ou de refuser l'appel système, si on fait ça, on peut être victime de l'attaque Talk2 où le process peut changer le nom du fichier entre-temps. Et donc, il y a quelques cas comme ça qu'il faut réfléchir vraiment à comment implémenter ça correctement. Très bien. Donc, voilà. Il y a une question concernant tu as utilisé le langage Rego dans ton exemple. Est-ce que utiliser directement OPA pourrait être une utilisation mais OPA, c'est déjà un outil qui utilise Rego. Donc, j'ai peut-être pas très bien Oui. compris la question, mais Pour l'instant, l'intégration que j'ai fait avec OPA, c'est dans une branche, ce n'est pas, donc c'est un peu une proof of concept. Et ce que ok. j'ai fait, c'est que j'utilise la librairie de OPA directement dans Second Agent. Donc, je ne tourne pas OPA séparément avec des appels REST comme on peut faire avec OPA, mais je l'ai fait en intégrant directement dans le code. Ok. Donc, c'est en faisant des appels en Go. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon ou c'est juste ce que j'ai fait. Donc, je suis ouvert à d'autres idées.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci Alban, super intéressant. On va passer à Guillaume. Merci à tout le monde. Merci Alban. C'est bon. Avec plaisir. Donc bonsoir à tous. Donc je vais vous parler ce soir de Cloud Native Buildpack et on va cette fois plutôt passer dans le monde de la construction des images de conteneurs, toujours sur Kubernetes, mais avec ces Cloud Native Buildpack donc qui font partie de la CNCF, hein, qui sont vraiment un projet de la CNCF. Je suis justement allé voir le dernier statut, donc ici en incubating, cette partie Buildpack, dont vous avez peut-être entendu parler, mais peut-être pas creuser tous les détails. C'est ce qu'on va essayer ce soir. Je vais me présenter, donc Guillaume Morini, je travaille chez VMware dans la partie Tanzu et je suis Solution Engineer. J'ai un passé plutôt infrastructure. Hein, quand j'ai commencé à suivre les meet-up, j'étais chez Cisco et je m'intéressais beaucoup à la partie réseau du monde des conteneurs. Et puis en fait, je suis passé par Docker et puis Pivotal. Et puis Pivotal s'étant fait racheter par VMware, donc maintenant VMware. Il y a un point commun dans tout ça, c'est un petit peu la partie développement en fait, hein, et le lien entre cette partie développement et cette accélération côté cloud native. Donc l'objectif aujourd'hui, hein, c'est de vous faire un petit rappel hein, sur les images de conteneurs, comment on les construit, comment on les utilise aujourd'hui, et puis de voir un petit peu quel est le cas d'usage des Cloud Native Buildpack et en quoi ça peut aider. Ensuite, on fera un tout petit peu d'historique, je ne remonterai pas à la paléontologie, mais presque sur le cloud native avec les premières apparitions des buildpacks et la transformation en cloud native buildpack. Et puis, je vais me risquer à une petite démo aussi sur leurs utilisations. Et puis enfin, on parlera de comment on peut passer d'une démo de un conteneur avec une application à quelque chose qui est un peu plus massif et une utilisation un peu plus large sur un ensemble d'applications déployées sur un, voire plusieurs clusters, pourquoi pas Kubernetes. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat hein, s'il y en a. Je ne pourrais pas suivre le chat, mais j'ai des petits collègues cachés dans les participants et puis sinon, Smaïn pourra me les relayer si besoin. Alors, on va partir de la base hein, du conteneur avec la création d'un conteneur, on va dire, par un fichier Dockerfile. Donc, on part d'un fichier texte en fait, qui va venir décrire le statut attendu en fait, de notre conteneur avec l'utilisation au départ d'une image de base. Alors là, j'ai pris une Alpine, pourquoi pas. Hein, c'est une distribution que j'aime bien. C'est assez petit. Hein, on peut pas mal la customiser. Je vais avoir besoin de faire un petit serveur web en HTTPS, donc je vais ajouter dessus une librairie OpenSSL. Et puis finalement, mon application va se servir de Node.js. Donc je vais peut-être pas utiliser mon image de base comme ça, mais je vais la réutiliser dans une deuxième image et je vais commencer à empiler les couches. Hein. Le concept des images Docker, c'est justement de pouvoir bénéficier de cet effet de couche. Et donc, depuis mon image de base, je vais rajouter en fait une installation de Node.js. Alors, ce n'est pas un apt-get install, mais plutôt un APK, une petite coquille dans le slide pour les plus fervents d'Alpine. Sur la partie application, ensuite, en fait, je vais reprendre donc cette image qui vient maintenant de Node.js que j'ai utilisée, et puis je vais faire une troisième couche en fait avec cette fois mon application dans laquelle je vais venir copier mon application directement et puis faire un petit npm install et puis les bonnes commandes qui vont bien pour lancer cette partie Node.js. Je dirais c'est l'exemple typique, on va dire, d'un Dockerfile. C'est le bon démarrage, c'est hyper facile à utiliser, hyper facile à démarrer dessus. Après, dans certaines entreprises et dans certains environnements, en fait, on se rend compte que une chose en amenant une autre, et puis le Dockerfile étant un fichier tellement simple de venir ajouter une petite fonctionnalité, une petite librairie, on peut
commencer à complexifier un petit peu, alors j'ai essayé de farfouiller un petit peu et de chercher quelques exemples un petit peu partout de bons Dockerfile. Alors j'en ai trouvé un pas mal sur Symfony avec 128 lignes, et puis sur Docker Slack, sur Channel French, je fais un peu de pub. Si vous n'y êtes pas, je vous le conseille, on discute bien. Un petit exemple avec 115 lignes sur un petit Dockerfile. Alors, récemment, il y a quelqu'un qui a écrit un très bon article sur comment écrire un bon Dockerfile. Alors, il y a 19 étapes à suivre. Donc, suivant l'ordre des commandes, comment on fait une copie, dans quel ordre on exécute, ça va changer l'ordre des couches. Et donc, forcément, quand on va faire des modifications dans son application, ça peut impacter le temps de build, etc. Et puis, si vous voulez, il y a un petit update de ce post. Il y a aussi comment écrire un bon Dockerfile en 0 étape. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de faire ce soir. C'est un peu l'inspiration de ce talk. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin des fois de cette complexité et de comprendre ces systèmes-là? Le 16 février dernier, il y a quelques mois, il est sorti une faille en fait sur OpenSSL qui était assez critique en fait et qui du coup a impacté pas mal d'applications au-dessus, notamment Node.js, si on reste dans mon exemple. Et donc, je me rends compte que finalement, il va falloir peut-être que je mette à jour mes versions, ou en tout cas que je fasse attention à quelles versions sont utilisées, suivant que j'ai utilisé des latest ou pas, suivant que j'ai forcé la version dans le build de mon conteneur, ça peut impacter pas mal ma construction de mon image. Donc, mon objectif, c'est de gérer ça. Alors, si j'ai qu'une application, entre guillemets, c'est facile. Il suffit que je retourne voir mon développeur, que je connais bien. Il travaille peut-être dans le bureau d'à côté, enfin, ou dans la ville d'à côté, dans le Zoom d'à côté, parce que maintenant, on est plutôt en mode Zoom. Et je peux aller lui taper sur l'épaule pour aller changer sa ligne. Maintenant, si on commence à industrialiser ça et qu'en fait, on n'a pas un conteneur, mais 200, là, ça peut vite devenir une tonne de vulnérabilité et puis des projets qui peuvent prendre assez longtemps pour venir patcher tout ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée derrière cette notion de Cloud Native Buildpack et de ce site web, buildpack.io, c'est comment on va pouvoir améliorer un petit peu ce process-là. Donc, Cloud Native Buildpack, c'est un projet de la CNCF. Maintenant, son objectif, c'est clairement d'exposer une API pour des outils modulaires pour transformer du code source en image OCI. Donc, l'objectif, quelque part, c'est de se passer un petit peu de ce fichier Dockerfile pour éviter ces différentes lignes qui peuvent amener de la complexité et qui vont amener aussi un besoin de les maintenir dans le temps, de les mettre à jour et de savoir en fait qui est en charge de cette partie-là. Donc, quand on crée une nouvelle application, c'est assez facile de retrouver le développeur ou la personne qui a écrit le Dockerfile et d'aller le revoir et d'aller le modifier. Quand l'application n'a pas forcément évolué dans ces derniers mois et qu'on est plus dans une phase de maintenance, c'est un peu plus compliqué des fois de retrouver la bonne personne et de savoir l'impact d'aller le modifier. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un outil en fait qui va partir du code source et qui va être capable de créer l'image de conteneur sans avoir à passer par ce Dockerfile. Le deuxième objectif, en fait, c'est d'amener une modularité en fait dans cette création pour qu'on puisse quand même bénéficier du système de couches. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça va accélérer les builds, ça va être capable de réutiliser une grosse partie du code, une grosse partie des événements. Et comme on l'a vu, quand on a beaucoup de conteneurs, ça devient vraiment intéressant de le faire. Un autre point, c'est d'essayer d'amener de la sécurité là-dedans. C'est que idéalement, il faudrait que le conteneur il fonctionne en mode non privilégié, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un utilisateur root, qu'il n'utilise pas des primitives trop bas niveau pour que ce soit facilement portable. Et puis, on a envie que tout ça soit standard et soit facilement reproductible. Donc, chaque fois que je relance un build avec le même code source, finalement, j'arrive à la même image aussi. Donc, pour refaire un petit historique, en fait, les buildpacks, c'est apparu un peu avec Heroku quand ils ont lancé leur plateforme PaaS. Alors, ça date de 2011, donc on n'est pas dans la préhistoire, mais au niveau cloud native, c'est plutôt pas mal comme historique. Ils avaient besoin, en fait, de prendre le code de leurs clients et qu'ils puissent facilement l'exécuter sans avoir à demander une procédure assez complexe pour pouvoir exécuter ce code. Donc, ils ont commencé à travailler sur des outils pour pouvoir analyser le code et pouvoir créer au départ non pas des conteneurs, mais plutôt des VM, des mini-VM, qui vont pouvoir faire tourner ce code en mode automatisé.
Donc, builder du Java, l'exécuter après. En 2013, on voit l'apparition de Docker avec vraiment la standardisation et la démocratisation de l'approche conteneur. Et la même année, en fait, il y a une tentative de porter un petit peu la plateforme PaaS d'Heroku sur du on-premise, sur site, en fait, déployable chez soi, avec la partie Cloud Foundry, qui essaye d'amener une plateforme PaaS pour transformer, pareil, le code source directement en quelque chose qui tourne à l'intérieur d'une VM puis d'un conteneur. En 2015, donc, il y a l'adoption de l'arrivée de Kubernetes, et puis les quelques années qui ont suivi, l'adoption massive. Et puis 2018, on voit apparaître donc ce Cloud Native Build Pack, qui est un héritage de ces build packs précédents dans le monde Cloud Native avec un fort lien côté Kubernetes. Et puis pour la petite histoire, en 2021, côté VMware, on a une première offre côté Cloud Native Build Pack avec un produit dont je parlerai tout à l'heure. Alors, ces Cloud Native Build Pack, c'est vraiment toute une communauté derrière. C'est une communauté open source qui va chercher à développer ce mode de fonctionnement-là pour transformer un petit peu l'adoption et simplifier l'adoption des conteneurs. Et puis, de temps en temps aussi, être capable d'en offrir des services comme sur des plateformes cloud publiques ou des environnements PaaS. Donc là, vous voyez un petit peu les différents acteurs. Alors, je vous propose de basculer sur une première démo assez simple. Donc, j'ai pris un cluster Kubernetes et j'ai voulu installer mes Cloud Native Build Pack. Alors, les Cloud Native Build Pack, c'est des images de conteneurs, et ces images de conteneurs, elles nous permettent de construire des images de conteneurs. C'est un peu un mode Inception. C'est assez intéressant techniquement. Malheureusement, si je veux les utiliser, je peux les utiliser soit en ligne de commande, mais si je veux les utiliser dans un environnement Kubernetes, je vais avoir besoin d'un petit outil en plus. Donc, c'est ce que je présente ici. Ça s'appelle KPAK, Kubernetes Cloud Native Build Pack. Donc, c'est une offre d'utilisation des Cloud Native Build Pack dans un environnement Kubernetes. C'est-à-dire que ça s'installe assez facilement. Je vais essayer de vous montrer ça. Ici, je suis sur un cluster Kubernetes, tout ce qui est le plus classique. Voilà, on va vérifier que ça fonctionne bien. Ouais, j'ai un master 5 workers. Je suis en version 1.20, c'est plutôt pas mal. Et là, dedans, en fait, je vais avoir rajouté des CRD. Ici, kpack.io, on voit qu'il y a des CRD qui ont été rajoutés. Alors, on va faire un petit grep rapide pour que ce soit plus lisible. Voilà. Donc, on a quelques CRD qui ont été rajoutés de par l'installation de cette partie kpack. Ces CRD, ils vont me permettre quoi? Ils vont me permettre de décrire, en fait, mon process de build directement dans l'API Kubernetes. Et puis, comme tout bon CRD, en fait, ce que je vais retrouver ici, si je me mets dans le bon namespace, c'est un contrôleur et un petit webhook, en fait, qui vont être capables de capter lorsqu'on va interagir avec ces CRD et puis de réagir, en fait, à l'interaction avec ces CRD dans Kubernetes. Donc, voilà un petit peu l'approche. Je vais prendre une première application et essayer de la déployer avec vous. Alors, j'ai un petit peu triché, en fait. J'ai déjà développer une première application. Elle est ici, elle se représente donc sous la forme d'un code. Donc ici, je n'ai pas pris du Node.js, j'ai voulu changer un peu, je vais faire du Java. J'ai mon application donc avec mon fichier de dépendance, mon pom.xml, et puis mon code source ici. Et en fait, vous voyez que déjà, effectivement, il n'y a pas de Dockerfile dans le repository. Pour autant, je vais avoir besoin de le déployer. Alors, encore une fois, j'ai pris un petit peu d'avance, je l'ai fait pour vous, et je vous ai même mis un petit message de bienvenue pour ce meetup CNCF. Donc, j'ai déployé pour vous dans un environnement Kubernetes mon application. Alors, si on vérifie, quand on se rebascule dans le bon namespace, je ne me suis pas embêté, je suis resté dans le namespace default ici. Vous voyez un pod meetup ici, et puis une petite base de données MySQL. On oublie ces trois-là pour l'instant. On va se concentrer sur ces deux-là. C'est mon application qui a été déployée.
Alors, mon application, elle est déployée sous la forme de conteneur, donc avec une image de conteneur qui est stockée dans une registry. Donc ici, j'ai choisi Arbor, la registry open source, pour pouvoir déployer ça. Et je me suis fait un petit projet. Je vais me reloguer. Toujours très secure. Utilisateur admin. Et ici, le projet CNCF. Et ici, il voit effectivement une image Meetup avec 3 versions qui ont été créées. Donc, j'ai mon application et j'ai réussi à la déployer. Et pour essayer d'expliquer un petit peu le fonctionnement de Capac et des Cloud Native Build Pack et leur interaction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite modification sur cette application. Alors, j'ai mis le message en anglais, malheureusement. On est quand même sur un meetup francophone. Alors, je vais aller voir si j'arrive à trouver ici dans mon Git un peu le message. Voilà, il est ici. Et puis, je vais faire quelque chose de très sale. Je vais aller venir éditer directement depuis GitHub. Bienvenue au meetup CNCF Paris. Voilà, un petit commit, version française. Et je commit mon changement dans la branche main, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait mon petit commit en version française. Comme j'expliquais, sur la partie Cloud Native Build Pack, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que j'ai déployé, c'est ça, ce que vous voyez ici. Donc, c'est le déploiement de Capac, dans lequel on va retrouver ces objets qui sont en vert, qui sont en fait les ressources, les CRD qui ont été rajoutés pour pouvoir faire ça. Et puis, lorsqu'on va déclencher un Cloud Native Build Pack, en fait, on va passer par un ensemble d'étapes. Alors, on va pouvoir aller voir que ces CRD, en fait, si je prends la partie image, par exemple, j'ai effectivement une image ici qui s'appelle MyImage et qui a l'air de pointer vers un registry et une image de conteneur qui s'appelle Meetup, qui est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je peux afficher l'aspect YAML pour bien comprendre ce que c'est cette image. Elle est ici. Tac, voilà. Donc, elle prend en entrée, en fait, un builder qui va me permettre de construire mon image, un code source. Ici, j'utilise le module Git pour aller récupérer mon image, mais je pourrais aussi avoir un module avec un endroit où je vais poser mes fichiers et je vais les récupérer directement. Et puis en sortie ici, en fait, elle va sortir une image de conteneur. Et un des avantages de cette fonction-là, c'est qu'on peut aussi aller utiliser non pas cette fois la commande kubectl, mais la commande kp pour Capac et faire un kp image list et voir qu'en fait ici je retrouve la même chose, mon image avec le latest image, et puis je retrouve quelques infos de status en plus que j'ai aussi dans la partie YAML, et qui me dit qu'en fait il a fait un nouveau build qui est en statut unknown, ça veut dire qu'il n'a pas complètement terminé, sur une raison qui était un commit. Donc ça, c'est-à-dire que comme il est connecté en fait à ma partie GitHub, il a détecté automatiquement qu'il y avait un nouveau commit. Et donc je vais même pouvoir aller le voir en listant les builds ici. Build list sur MyImage. Voir qu'ici, il a déjà fini. Il a lancé un 4e build. J'en avais 3 avant. Je vous l'avais montré ici sur la partie Arbor, 3 builds. Il en a un 4e qu'il a lancé à cause d'un commit et il m'a donné un nouveau SHA-256 sur mon image, c'est-à-dire que mon image a été modifiée par rapport à la version précédente. On va voir s'il a bien travaillé. Ici, on va rafraîchir la partie Arbor et on voit effectivement que j'ai un build numéro 4 ici qui s'appelle le 11 mai 2021 à 17h31. Si on rajoute 2 heures, on arrive à peu près à 19h31. Donc on est effectivement cohérent et on a bien réussi depuis le commit en fait à créer automatiquement sans avoir à installer d'outils de CI ou quoi que ce soit, venir au moins générer la nouvelle image. Alors on a accès au log et on peut aller comprendre un petit peu ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut, ouais. Pour rebondir sur une question justement, bon là, super la démo pour la construction d'une image, c'est automatisé, donc il va bien se syncer à partir d'un GitHub repository, j'imagine à intervalles réguliers, un contrôleur. Okay.
En fait, il y a une question dans le chat qui se demande concrètement quel serait le rapport avec quel serait le lien avec une solution de GitOps de type Flux ou Argo CD et comment tu interfaces les deux, typiquement Alors, pour que... Vas-y. je vais garder la question pour un peu plus tard. On en parlera justement sur la fin de la présentation, sur Très comment on bien. va automatiser le déploiement. Dans un premier temps, je ne veux pas perdre tout le monde et je vais essayer de rester en fait sur un déploiement manuel. C'est-à-dire que j'ai mon image qui a été poussée dans ma registrie. Ça, c'est automatisé. Je vais venir la déployer moi manuellement sur le Kubernetes dans un premier temps. Et puis après, on regardera comment on peut l'intégrer avec autre chose derrière. Super. Ça marche? Ok. Donc, on voit effectivement dans les logs que la première phase, effectivement, c'est d'identifier qu'il y a eu un commit. Donc, effectivement, il y a une des charges de mon contrôleur, c'est d'aller pouler régulièrement un GitHub dans mon cas là, mais potentiellement n'importe quel Git repository que vous avez ou un folder, pourquoi pas, pour aller vérifier le code. Une fois qu'il y a une nouvelle version, il s'aperçoit effectivement qu'il y a une différence dans le dernier commit. Donc, il va cloner l'environnement pour l'avoir en local. Il y a une deuxième phase qui est assez intéressante. Je vais mettre les slides en même temps derrière. C'est un exercice de style. Il y a une deuxième phase qui est intéressante, c'est qu'il va faire une phase de détection en fait. Il est capable d'avoir en fait une liste de build packs dans la solution. Et ces build packs, dans chacun d'eux, il y a un petit outil, un petit exécutable qui est lancé, qui va avoir comme responsabilité d'aller analyser, d'aller lire le code source de l'application et d'aller comprendre si le build pack peut aider pour ce code source de l'application. Et donc là, on voit qu'il a identifié en fait qu'il a trouvé 7 build packs qui peuvent amener des choses sur ce déploiement applicatif. Alors, il y en a plusieurs qui vont m'intéresser, hein, le fait de pouvoir mettre des certificats, parce que j'ai peut-être une autorité de certification custom, et donc j'ai envie d'aller rajouter des certificats dans mon image pour qu'ils soient trustés dans mon environnement. Il s'aperçoit que c'est gérable via du Maven, que c'est du jar, et qu'on va devoir l'exécuter, qui va avoir besoin d'un Tomcat pour faire tourner le serveur web, et puis derrière que c'est une application Spring Boot en fait. Donc tous ces build packs vont être sélectionnés. Donc il en avait 18 en tout dans sa liste de ce que j'ai installé dans ma plateforme. Il va venir en sélectionner 7, et ces 7-là vont être appliqués ultérieurement. Il y a une deuxième phase qui est une phase d'analyse et de restore. Alors cette phase d'analyse et de restore, en fait, il va récupérer de l'information des build packs et des builds précédents pour comprendre en fait un petit peu ce qui a changé entre les deux commits et comprendre ce qu'il va pouvoir réutiliser comme information. Et puis il va pouvoir aussi rajouter de l'information sur mon image en rajoutant des métadatas, donc des données supplémentaires pour mon image pour amener de la traçabilité en fait sur mes images, comprendre quel build pack a été utilisé, dans quelle version pour construire cette image là, que si un jour j'ai besoin de la reproduire, je sois capable. Il récupère beaucoup d'informations du cache, on le voit ici, parce qu'en fait, j'ai déjà buildé une fois mon application, et donc il y a une mémoire au niveau du build qui est fait, qui va me servir à accélérer ces temps de build. Ensuite, on passe dans cette phase vraiment à proprement parler de build en elle-même, et où on va utiliser tous les build packs qu'on a vus dans un ordre qui est celui de la détection. Donc c'est un ordre bien précis, et on va les enchaîner les uns avec les autres. Et cette fois, on ne va pas exécuter l'exécutable detect dans ce build pack, mais on va exécuter l'exécutable build qui lui dit quoi faire en cas de build. Donc le premier, c'est la réutilisation des certificats. En fait, je vais réutiliser une layer qui va me rajouter les certificats dans mon image. Donc ça va très très vite, c'est fait quasiment instantanément. La deuxième, c'est d'identifier en fait que c'est du Java et donc configurer la version de JVM à utiliser. Ici, on sera sur une 11 et même une 11.0.11. Et pareil, j'ai d'autres builds qui ont eu lieu sur ces versions de Java, donc je vais venir réutiliser du cache. Pareil pour Maven. Donc cette fois, on rajoute des arguments sur le build à proprement parler de ma version, et je vais pouvoir du coup aussi vérifier tout un ensemble d'éléments et venir rajouter des informations sur c'est moi qui ai commité la dernière version, etc. Je descends un peu. La partie exécutable jar, la partie build pack, Spring Boot cette fois, on va utiliser une certaine version de Spring Boot et venir rajouter encore une fois des métadatas. Et là, on passe à la phase entre guillemets les plus intéressantes, les phases finales. On vient maintenant, on a buildé tous les éléments, on a toutes nos couches de l'image, on les assemble pour faire une image OCI finale et on vient l'exporter ici. Et encore une fois, on voit qu'on va réutiliser la version précédente de l'application, plus les versions des build packs. Et par contre, on vient rajouter une nouvelle couche qui, elle, n'existait pas avant. Donc cette fois, on n'est plus sur du reusing, mais sur du adding.
et donc on rajoute une couche qui est cette fois la partie applicative. Donc en fait, si vous vous rappelez le schéma de tout à l'heure sur la partie Dockerfile, on est venu modifier finalement que la dernière couche. Tout le reste n'a pas modifié puisqu'il n'y a pas eu de mise à jour en fait des build packs que l'on a pu utiliser, et on a pu réutiliser aussi la dernière version de l'image. Donc on a notre image finale ici qui s'appelle comme ça avec ce B4 point et la date. Et puis, on va l'exporter aussi. Et au moment de l'export, on va aussi réutiliser, c'est-à-dire que ma registrie, elle a déjà certaines des couches de l'image. Et donc, on va uploader vers ma registrie uniquement le delta, la différence. Alors, pour information, hein, là, j'ai pris une image Java, Spring Boot, Maven, et on est passé par toutes ces étapes-là. À la fin, on arrive quand même sur une image qui fait 150 mégas, ce qui est relativement petit comparé à certaines images Java, Spring Boot qu'on pourrait avoir des fois. Ça reste plus gros que des images Go, hein, on est d'accord, mais c'est assez optimisé comme processus. Donc comme je l'ai dit, j'ai le nouveau nom de mon image, j'ai mon déploiement. Hein. Si je rafraîchis ma page ici, mon application n'a pas changé, hein, c'est toujours la même en prod, elle utilise toujours l'ancienne version. Donc cette fois, on va faire quoi? On va faire un petit set image pour mon déploiement qui s'appelle Meetup. La complétion ne marche pas terrible. Et mon container qui s'appelle Meetup, je vais lui donner maintenant cette nouvelle image à aller voir. Là. Un typo. Ouais, une petite typo, c'est pour prouver que je suis en live démo. Alors on va aller voir si ça se passe bien. Je vais utiliser un petit outil qui est assez sympa pour aller voir si tout se passe bien. Ici, c'est une visualisation temps réel, on va dire. C'est une interface web pour accéder à l'API Kubernetes. Et on voit ici qu'il y a un nouveau pod qui est là depuis 22 secondes, qui n'est pas encore complètement running, puisqu'il n'est pas ready. Pardon, il est running, mais pas ready. Il y a 0 sur 1. On va lui donner quelques temps pour basculer running, si tout va bien. Hop, 40 secondes. Voilà, il est passé running. Et à ce moment-là, on a vu celui d'en dessous là, qui passe en orange. C'est-à-dire que lui, il est en train de s'éteindre. C'est le pod précédent. Voilà, le rolling update a pu avoir lieu. Et normalement, si tout se passe bien maintenant, j'ai juste à rafraîchir ma page et on a basculé en français. Donc voilà, si je résume ce que j'aurais fait, j'ai fait un commit dans mon code. Il m'a automatiquement créé une nouvelle image en passant par toute une phase de build, en réutilisant. Je ne l'ai pas montré comme ça, mais non, j'ai pas la timeline, mais c'est allé très très vite, hein, on l'a vu. Et puis moi, j'ai finalisé le déploiement avec un déploiement manuel dans Kubernetes, une fois que j'avais validé mon image, peut-être avec une étape de test et de validation sur mon laptop, si j'ai envie, avant de la déployer en production. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-là? Je ne sais pas, Smaïn, si tu as... Je fais une petite pause. Il y a eu des questions et des réponses, on va dire. Ok, super. Ça veut dire que c'est bien géré. Ouais. J'avance un petit peu pour essayer. J'ai encore une deuxième petite démo, donc ça serait intéressant d'y arriver. Alors, ce que j'ai utilisé là, c'est Capac, on l'a vu, et quelque chose qui s'appelle les Paqueto Build Pack. Build Pack, je l'ai présenté, c'est un projet CNCF, c'est une API. Par contre, derrière, il y a plusieurs implémentations possibles, et une des implémentations open source de ces build packs, c'est Paqueto Build Pack. Donc, je vous encourage à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ils supportent ces langages que vous voyez ici, peut-être même d'autres depuis, mais on va retrouver les principaux langages utilisés. Et donc, ça veut dire que si vous utilisez un de ces langages, vous êtes capable de vous passer de Dockerfile dès demain avec ce type d'usage-là. Alors, ils ont, eux, une ligne de commande assez simple, hein, pack, qui permet de choisir son builder et de faire sur son laptop, en fait, ce que j'ai fait moi dans mon cluster Kubernetes. Capac, c'est la même chose, mais on va dire un peu plus industrialisé, avec l'objectif de le faire dans un cluster Kubernetes pour que ce soit utilisable par de multiples développeurs et pas que chaque développeur ait installé l'outil sur son poste de travail. Ça, après, c'est vraiment un choix d'utilisation.
Une autre façon de faire la même chose et d'utiliser les build packs, si vous faites du Spring Boot notamment, c'est d'utiliser un plugin Maven ou Gradle, puisque depuis peu de temps, depuis le début de l'année, là, il y a directement en fait la possibilité dans ces plugins de construire des images et derrière ça va utiliser en fait les Cloud Native Build Packs. Donc si vous faites un Maven Spring Boot 2.build-image, il vous sort directement une image Docker. Et c'est assez sympa parce que les développeurs Spring, ils ont l'habitude d'utiliser Maven et donc pouvoir faire le test très rapidement sur son laptop en conteneur, c'est assez agréable. Et puis, encore une fois, on n'a pas à écrire de Dockerfile. Alors, je reviens un petit peu sur cette question de continuous delivery, effectivement, de flux, etc. Je l'ai montré sur une application. Maintenant, si vous vous rappelez mon introduction, on avait 200 conteneurs à aller patcher à cause de ma vulnérabilité OpenSSL et Node.js. Donc, j'ai une petite question pour vous. Si on veut généraliser et utiliser en masse, comme dirait mon ami, est-ce que je vais utiliser les Cloud Native Build Pack en prod sur mon infra? Alors, réponse A, non, j'adore les Dockerfiles. Réponse B, les quoi déjà? Réponse C, de la prod en conteneur. Mais vous rêvez, ma pauvre dame? Ou réponse D, la réponse D. Alors, si vous flashez le petit QR code, je vais vous laisser un petit moment pour le faire. Vous pourrez directement répondre au sondage. Hein, c'est un vrai sondage que je fais, même si les réponses sont un petit peu loufoques. Hop. Alors, comment j'ai fait pour déployer ça? Je vous l'ai montré tout à l'heure un petit peu sur le YAML. Hein. On utilise donc ces extensions dans Kubernetes avec l'extension Capac ici, de type image, dans lequel on va pouvoir définir ici un nom d'image, et puis avoir toujours donc en entrée un builder, le code source, le builder sous-entendu le Cloud Native Build Pack que vous allez utiliser, et ici, en sortie, donc l'image OCI que vous allez vouloir pousser. Donc c'est relativement simple, c'est facile à réutiliser, entre guillemets, puisqu'on va pouvoir faire le même type d'image en simplement modifiant ici le tag de sortie et l'adresse du Git pour toutes nos applications, que ce soit du Java, que ce soit du Node.js, que ce soit du Go, etc. Éventuellement, ici, si vous avez besoin de personnalisation, parce qu'il y a certaines de vos applications qui ont des besoins un peu plus particuliers, on peut créer des custom builders et venir régler certains paramètres pour offrir certaines versions. Donc, si je résume, hein, on a la partie build pack. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé la partie Paketo. Côté nous, VMware Tanzu, on offre la même chose avec une solution Enterprise pour notamment gérer tous les cas d'entreprises qui sont déconnectées du monde Internet et donc qui ont besoin de pouvoir construire ces images en mode déconnecté, en mode offline, là où les Paketo Build Pack vont, eux, aller se télécharger en fait toutes leurs données directement sur Internet. Donc, je vous ai mis la liste des frameworks et des langages supportés. Et côté plateforme, on l'a vu, hein, on peut utiliser Paketo avec la commande pack. On peut utiliser Capac dans un cluster Kubernetes. Il y a déjà eu dans le passé au Meetup CNCF des démos avec Scaffold. C'est aussi ce qu'ils utilisent dessous. HashiCorp a sorti Waypoint relativement récemment, là, ça doit faire 6 mois à peu près, qui va aussi utiliser ce type de mécanisme et Heroku continue à l'utiliser. Et puis, il y a des plateformes commerciales, que ce soit des services cloud publics ou des offres comme nous chez VMware Tanzu, où en fait, on offre des plateformes directement à déployer chez soi pour pouvoir faire la même chose, ou dans un cloud public, pourquoi pas. Donc là, mon objectif, c'est de venir construire ces images en mode vraiment industriel. Et donc, ce qui va changer, c'est que peut-être qu'en fait, je ne vais plus avoir le Git repository en entrée, mais je vais en fait sortir d'une pipeline CI dans laquelle j'aurais fait un ensemble de tests sur cette partie-là. Donc, je prends en entrée ce code, je prends en entrée mes build packs, qui peuvent éventuellement changer. Et il y a un petit paramètre dont je n'ai pas parlé, mais qui est important aussi, c'est que je peux prendre en entrée aussi une image de base. Et donc, je me retrouve avec 3 entrées et une sortie qui est mon image conteneur qu'on peut envoyer dans un Arbor comme j'ai fait ou dans n'importe quel autre registry. Si une de mes 3 entrées change, mon outil va reconstruire automatiquement mon image. Par contre, il ne va pas redéployer mon application. Si je veux aller un cran plus loin, il faut effectivement que je m'intègre un peu plus dans une chaîne CI/CD. Là, j'ai mis un exemple. Il y a
peut y avoir pas mal de débats où on le place exactement. Mais ce composant qui va construire les images, moi, par exemple, je peux le recommander de le mettre en sortie de mon chaîne d'intégration continue, c'est-à-dire que on a vérifié que le code est bien valide, que la syntaxe est bonne, on a fait des premiers tests unitaires, ça se passe bien. OK, donc à partir de là, maintenant, on passe dans une étape où on va construire l'image de conteneur. Cette image de conteneur, elle est poussée ici dans une registrie. Et peut-être sur ma registrie, en fait, j'ai installé un webhook qui va appeler un pipeline de continuous delivery qui, lui, va venir déployer mon image. Et là, j'ai mis un Jenkins, mais effectivement, on peut retrouver un Argo CD, pourquoi pas. Flux, je connais un peu moins, donc je ne sais pas si ça se placerait bien là, ou d'autres chaînes de CD. Hein. J'utilise aussi Spinnaker des fois, qui a l'avantage de pouvoir tester, pardon, pas tester, de pouvoir gérer plusieurs clusters, comme ici par exemple un cluster de dev et un cluster de prod, et des mécanismes d'approbation pour passer de l'un à l'autre, soit en mode automatisé, soit même pourquoi pas en envoyant un mail à l'équipe de prod et en disant est-ce que vous êtes OK pour mettre en prod cette fonctionnalité-là. Voilà, on peut rentrer vraiment dans un exemple d'automatisation. Et c'est ce qu'on va essayer. Alors, on va tenter la démo un peu plus costaud. C'est-à-dire que cette fois, en fait, j'ai essayé de refaire ce dont on a discuté tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai déployé plusieurs applications et ici, j'ai 30 pods qui vont tourner dans mon cluster. Ces 30 pods, ils ont deux défauts, entre guillemets. Ils utilisent une vieille version de Java. Et on voit qu'il n'y en a que 20 qui utilisent cette vieille version de Java. Donc en fait, j'ai 20 pods qui utilisent Java et 10 pods qui utilisent un autre langage de programmation. C'est du Node.js dans mon cas. Et par contre, les 30 pods vont utiliser OpenSSL en version juin 2019, donc une assez vieille version. Et donc, mon objectif, ça va être dans une première phase de venir mettre à jour au moins la version Java dans un premier temps. Et donc, on va essayer de faire ça ensemble. Alors, j'ai 20 applications à venir patcher. Alors, on va vérifier déjà que les applications fonctionnent bien. Donc, je me suis simplifié la vie. J'ai utilisé un petit label sur toutes ces applications, donc je peux aller voir déjà si mes déploiements sont bons. OK, donc j'ai du Spring Boot, du Java au format WAR et du Node.js, et effectivement, ils sont tous disponibles et j'ai 10 réplicas de chaque. J'ai un peu triché, j'ai pas fait 30 applications différentes. J'avais pas tout le code nécessaire pour faire les 30, donc j'ai 10 réplicas de chaque. Est-ce que mes pods sont bien là? Ils fonctionnent bien? OK, ils sont là, ils fonctionnent bien et j'ai bien mes 10 de chaque. Ils sont running depuis 150 minutes, 160 minutes. Parfait. Donc maintenant, il faut que je les patche. Alors, comment je vais faire pour les patcher? Ah oui, on a parlé d'un outil qui m'a l'air pas mal. Alors, j'ai préparé un petit fichier YAML qui est, je veux updater ma JVM. Alors non, je ne suis pas dans le bon endroit, c'est pour ça que ça ne veut pas. Tac. Je bascule sur l'écran du bas. J'ai ici un petit fichier YAML JVM. Donc en fait, je vais venir faire quoi? Je vais venir modifier ici l'objet qui s'appelle Cluster Store, qui est en fait l'ensemble des builders des buildpacks. Et je vais dire que je vais pointer vers cette nouvelle version de buildpack Paketo. Et puis, je vais venir modifier mon custom Java Builder pour lui dire ouais, moi je veux bien que tu utilises ce buildpack avec la partie Java, la partie Apache Tomcat et la partie Spring Boot. OK. Donc, je vais essayer d'appliquer ce YAML et on va voir ce qui se passe à partir de là. Donc voilà, j'ai modifié mon cluster store et j'ai modifié mon builder. Alors, j'ai un truc qui est pas mal qui s'appelle build list et je sais que mon Java War, il doit s'appeler avec un petit capac derrière. Non? OK. Comment il s'appelle déjà? Ah, je sais pas, dans namespace. Alors oui, c'est un point dont j'ai pas parlé, hein, c'est intéressant, c'est qu'en fait, Capac, un des avantages, c'est qu'il est namespace based, ce qui veut dire que les images que j'ai créées dans un namespace, un autre développeur ne va pas les voir. Donc je l'installe une fois pour le cluster et je rends tous les namespaces compatibles d'utiliser ces objets-là. Mais par contre, effectivement, j'étais dans le namespace default, je voyais que my image. Ici, je suis dans un autre namespace et je vois mes trois images ici. On peut voir déjà qu'il y en a deux qui sont en unknown et qui ont été modifiés parce qu'il y a eu un build pack de modifier. La partie de Node.js n'a pas été modifiée, elle, parce qu'effectivement, j'ai fait un update de version Java.
Alors, est-ce que je vais être assez rapide? Build log de cette version JavaWar, par exemple. La raison, c'est parce que j'ai modifié le build pack, on le voit ici. Et effectivement, on voit qu'il est sur la fin de cette phase de construction, puisqu'il est dans la phase de création de cette image ici. Et voilà, le but vient de se terminer sous vos yeux ébahis. Et donc, on a maintenant ce build qui est modifié. Donc, ce build modifié, ça veut dire j'upload cette nouvelle version vers ma registry. Et là, on voit que il faut rentrer maintenant dans une phase de continuous deployment. Alors, il a fallu que je fasse un choix. J'ai voulu faire un choix très simple sur l'aide d'Alexandre, un de mes collègues qui est dans le meet-up là, qui répond à vos questions peut-être si tout se passe bien. C'est que on va aller voir mon petit objet déploiement qui s'appelle app dans le namespace cnb JavaWar. Il est là et on va aller voir son petit YAML. Je me suis simplifié la vie ici. J'ai utilisé en fait un petit outil qui s'appelle kill.sh, K-E-E-L.sh, et j'ai juste rajouté une petite annotation sur mon déploiement avec ces 3 lignes qui me permettent en fait de poller régulièrement toutes les minutes ma registry pour vérifier s'il y a un update sur mon déploiement. Et donc, si vous voyez ce qui se passe derrière en temps réel, hein, c'est qu'il s'est rendu compte en fait que l'image avait fini, donc il y avait une nouvelle image dans ma registry. Ce petit kill.sh, il a un contrôleur qui tourne dans mon cluster Kubernetes, qui fait les checks réguliers sur ma registry, et à partir du moment où il y a une nouvelle image, il vient mettre à jour automatiquement le fichier déploiement pour aller utiliser cette nouvelle image. Et donc, si je réutilise ma petite console ici, mais que je change de namespace, ici, dans la partie JavaWar, j'ai tué mon outil, donc forcément, ça, il ne répond pas. Voilà, ici, dans la partie JavaWar, tac. On voit que le déploiement a été jaune. Et là, il y a tout qui est running depuis moins d'une minute. Ce qui explique que mon super dashboard Grafana, il est en train de me dire bon, j'ai 31 pods parce que j'ai toujours un pod qui crée avant que l'autre soit détruit. Mais on se rend compte qu'on est aux alentours de 20 sur la nouvelle version Java 11.07 et aux alentours de 0 sur la version Java 11.06. Donc je viens de faire un bel upgrade de version Java. Par contre, ça n'a pas corrigé ma faille OpenSSL en fait. Parce que comme j'ai modifié mon build pack Java, forcément, ça n'a aucun impact sur ma partie OpenSSL. Si vous vous rappelez mon histoire de couche du départ, en fait, l'OpenSSL, c'est sur l'image de base, alors que la version Java, c'est sur l'image, la couche intermédiaire qui contient la partie middleware. Donc j'ai préparé en fait, alors si je remonte ici, le même type de fichier, mais cette fois, je ne vais pas updater mon build pack, je vais updater ce qu'on appelle le stack. Et le stack, c'est quoi? C'est l'image qui va me servir à builder mes images de conteneurs et l'image qui va me servir à les exécuter. Donc l'image de base pour le build et pour le run. Pourquoi? Parce que j'utilise le multi-stage build pour réduire la taille des images de conteneurs. Et donc j'ai 2 images, une pour le build, une pour le run, qui sont différentes. Donc je vais appliquer cette partie-là. Stack update. On voit qu'ici, je ne modifie qu'un seul objet. Et pourtant, image list, on voit que les 3 images qui dépendaient de cette stack-là ont été modifiées parce que leur stack a été modifié. Et donc, il est en train de rebuilder une nouvelle fois toutes mes images cette fois. Donc, la JavaWar qui avait déjà été rebuildée, la Spring Boot qui avait déjà été rebuildée, et puis la Node.js qui, elle, n'avait pas été impactée, commence à être rebuildée également. Et donc, on peut regarder les logs, par exemple, de la Node.js, du coup. CNB Node.js. Alors, ça, c'est intéressant. Cette fois, on voit qu'on a sur des étapes qui sont beaucoup plus courtes. Hein. J'ai pas de phase de build, j'ai pas de phase de détection. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fois, je suis sur un restack d'images. Et donc, on a prévu dans les Cloud Native du Build Pack directement ce rebase. Et en fait, il est capable de réutiliser en fait la totalité des couches, puisque l'image, quand j'ai modifié mon cluster builder, mon
mon cluster stack, pardon, ici, bah, je lui ai donné l'image, donc il l'a uploadé sur ma registry, donc elle était dispo. Et puis, mon application, elle n'a pas été modifiée, donc elle est aussi dispo. Et donc, il est capable de reconstruire les couches dynamiquement, même si on a modifié la toute première, en fait, il est capable de reconstruire les suivantes. Et on voit que du coup, bah, ça va assez vite. Et on est déjà en train de commencer à patcher un petit peu ma partie OpenSSL ici, qui va tendre, si tout va bien, vers la totalité de mes pods. Voilà, et ça va finir ma petite live démo sur cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des petites questions sur cette phase et si j'ai répondu à la partie CD, hein, si c'était clair. Oui, c'est très clair pour moi. En tout cas. Il y a toujours des questions autour du déploiement, et notamment le fait que tu utilises Kill, et dans quel cas on utiliserait Kill au regard d'autres outils plus, enfin, de GitOps comme Flux Ouais, ou alors Kill, il faut le voir un peu comme ce que pourrait faire un scaffold, c'est-à-dire c'est vraiment une astuce plus, on va dire, de développeurs ou de testeurs pour être capable de venir mettre à jour dans un cycle très très court et sans relancer toute une chaîne de CD complète des images de conteneurs. Je ne peux pas rajouter dans Kill des tests ou des choses complémentaires que j'aimerais faire, comme aller inscrire mes conteneurs dans une, je sais pas, dans une base de connaissances ou ce type de choses, ou informer. Donc on est plutôt, je dirais presque du hack à ce niveau-là. La tendance, normalement, ça va plutôt être dans une entreprise d'utiliser une vraie chaîne de continuous deployment qui va pouvoir vraiment faire l'ensemble des étapes et les faire proprement et peut-être gérer de multiples clusters avec de multiples phases de déploiement, avec des mécanismes de test au milieu, etc. c'est exactement la réponse d'Alexandre. Ok, super. Et l'autre point qui est intéressant, c'est l'approche GitOps, où en fait, GitOps va amener une traçabilité assez forte qui nous permet de suivre en fait quand ont été fait les mises en prod et de pouvoir revenir à tout moment en arrière, à un instant T. Là, en fait, dans la façon dont je l'ai fait, toutes les images vont être stockées sur la partie Arbor. Mais par contre, à un instant T, il va falloir que j'aille scraper les logs de mon kill pour aller comprendre quelle image il a remplacé à quel moment et à quel temps. Et si jamais mon contrôleur kill il a redémarré et que les logs ont été perdus, en fait, ben, je n'aurai pas l'historique sur ce qui a été vraiment déployé. Donc, dans une approche GitOps, en fait, la source de vérité, ça devient le Git qui va vraiment contenir les modifications d'image. Et du coup, on ne va pas utiliser le tag latest, on va vraiment utiliser les tags de build à l'intérieur et donc être capable de pousser ces informations qu'au moment du commit dans le Git. Donc c'est je dirais, assez intéressant quand on est vraiment sur un travail d'équipe à plusieurs, où on veut avoir cette capacité de pouvoir analyser ce qui s'est passé, de pouvoir revenir en arrière et d'avoir de la traçabilité sur ces éléments. Bon, bah, comme prévu, la démo s'est plutôt bien passée. On est sur maintenant 20 pods Java up-to-date et une version OpenSSL patchée au novembre 2019. Alors, j'ai encore un peu de retard sur ma version OpenSSL, mais bon, j'y vais étape par étape pour être sûr que mon application fonctionne bien. Et puis, Kubernetes m'a permis de vérifier que mes pods sont bien running. Ça veut dire que mes health checks sont bien passés. Ça veut dire que j'ai validé déjà toute une partie du fonctionnement de mon application. Dans un vrai déploiement, il aurait fallu que mon application soit vraiment accompagnée de tests et que ces étapes soient validées avant ces déploiements-là, bien sûr. Voilà, Super démo en tout cas. Super, merci. Je finis juste avec quelques liens. Donc la partie Capac que je vous ai mis, la partie Tanzu Build Service si vous voulez avoir un peu plus d'informations, la partie Paketo pour avoir les versions open source des build packs, et puis mon petit collègue Alexandre qui a fait une démo de la partie Node.js si vous voulez voir un peu comment est fait l'application. Et puis également, vous retrouvez, si vous remplacez Node.js par JavaWare ou Spring Boot, les autres applications exemples que j'ai utilisées. Merci à lui pour son temps et pour ses explications. Voilà, là, ça termine cette partie-là. Ah, sinon, j'avais oublié, il y a un dernier petit message. On recrute aussi chez VMware à Tanzu, et si vous êtes intéressé, voilà, je vous ai mis un petit lien, et j'aime bien les QR codes, donc vous pouvez le scanner facilement. Et si vous aimez Kubernetes et tout ce qui se passe au-dessus, n'hésitez pas.
Si vous avez des questions aussi, Ouais. il est toujours temps de poser des questions. S'il y en a qui n'ont pas été répondus. Super, merci Guillaume. Merci encore Alban. Avec grand plaisir. C'était une super présentation, les deux étaient de super présentations. J'ai beaucoup apprécié. Merci aux participants aussi. Je sais que c'est difficile de revenir d'une KubeCon. Mais voilà. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel événement. Alors, on partagera le lien vidéo, bien sûr. Et les slides, si possible, d'ailleurs, si vous pouviez me les partager, Ouais, Guillaume. on fera comme la dernière fois, Ok. on envoie un mail avec le lien de la vidéo et les slides pour tout le monde. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci Guillaume. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.